Retour sur ce plateau pour la deuxième partie de cette émission. Justement, on parlait de cette affaire d'insurrection. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, lorsque le président parlait d'une certaine catégorie d'individus qu'on a présenté la dernière fois, ça m'a rappelé qu'avant même cette histoire d'insurrection, il y avait un préfet, le préfet de Djaoudjo, qui avait saisi les responsables des partis politiques de la région, comme quoi le militant s'apprête à s'attaquer à une communauté dans la région. Il les mettait en garde. Donc c'est à la suite de cela que cette histoire d'insurrection a été présentée au Togo. Cette communauté dont on parle, cet individu dont on parle, je crois qu'elle a été toujours la cible de ce régime depuis ce qu'on a connu le 19 août, oui, c'est ça, non 19 août 2017. Donc le régime est resté dans sa logique de, je ne sais pas, destruction, je ne dirais pas, de cette communauté-là qui en quoi certains barons du régime veulent le départ du régime au pouvoir. Donc, je crois que c'est en quelque sorte un règlement de compte qui continue dans ce sens-là. Ouais. Ferdinand, un mot sur ce sujet-là. Il y a un conflit larvé, une guerre d'influence dans la région même centrale, au sein même de unir entre... je n'aime pas trop aller sur ce terrain, mais c'est la réalité, entre les Tem et les gens de Tchamba. L'histoire de ces deux peuples-là, tout le monde la connaît. Et il y a cette guerre-là, au sein même d'unir, et qui va au-delà de unir, dont les limites sont difficiles à circonscrire. C'est pour cela que j'ai fait la précision en disant, ce qu'on nous a présenté là, ils sont tous de Tchamba, sinon presque. Pourquoi c'est ça? Les gens savent. Moi, je ne veux pas aller sur ce terrain. C'est la raison qui m'amène à dire, il faut que les gens évitent, à travers des audios, à travers des appels à la révolution, il faut que les gens évitent d'exposer leur communauté par ce genre de comportement. Tout le monde au Togo, en tout cas, les gens veulent le changement. Mais ce n'est pas en criant fort sur les réseaux sociaux, en allant porter les treillis, en faisant des vidéos, que vous allez impressionner l'adversaire. Au contraire, vous exposez les gens pour rien. La lutte a besoin d'un minimum de discipline et d'une organisation efficace. Les agitations inutiles, dans l'art de la guerre, Sun Tzu nous rappelle qu'on ne déclenche pas une bataille quand on n'est pas sûr de la gagner. Vous allez vous faire écraser. Et donc c'est ce qui est en train d'arriver. Moi, ça me fait mal de voir tout le temps des descentes de militaires à Sokoré, à Bafilo, je ne sais pas, à Tchamba, ou je ne sais pas, à Agné, où on frappe les gens, on rentre dans les maisons, on tabasse les gens. Et je suis aussi révolté qu'au niveau des politiques, personne ne dit rien. Et au niveau de la société civile, les gens ne disent rien, les gens ne condamnent pas. Au niveau des ambassades, parce que c'est un état de terreur qu'on impose à ces populations-là. Même si la faute vient d'autres personnes. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, à un moment donné, il faut que les Togolais se disent non, on ne peut pas laisser un régime traiter les gens comme ça. Ce n'est pas normal. Et donc, moi j'invite tous ceux qui savent qu'ils font ces genres de choses. Souvent, quand nous faisons des émissions ou nous faisons des écrits, des débats radio, on interpelle les responsables politiques. Ils pensent qu'on les critique, les gens nous ont insultés. Voilà là où ça arrive. Quand vous permettez à vos militants d'insulter les gens, de faire des audios, de prendre des libertés, de parler en vos noms, voilà les conséquences. Donc, je pense que chacun doit tirer les leçons de tout ce qui est en train d'arriver. Et il faut que ceux qui fabriquent les audios, les vidéos pour appeler à je ne sais quel genre de révolution, à calmer leur ardeur. La révolution, c'est un ensemble de conditions. Le jour où les conditions sont réunies, la révolution arrive. On ne force pas la révolution. Il faut que les conditions de révolution soient réunies. Et le jour là, vous-même, vous serez étonné que la révolution ait eu lieu. En Tunisie, c'est juste un jeune qui vendait des oranges qu'on a voulu brimer.
qui a déclenché la révolution, qui a fait tomber au pouvoir. Au Soudan, c'est une affaire d'augmentation de prix de pain. Donc, le jour où les conditions seront réunies, la révolution arrivera. Donc, ce n'est pas la peine de faire, je ne sais pas, de faire du bruit, de mettre votre poitrine, je ne sais pas, devant les balles et de mourir bêtement. Oui. Je suis désolé de le dire comme ça, mais il faut que dans les partis politiques, les gens étudient. On vous a compris, on va rester toujours dans cette logique. Alors, Gideon, mais si vous prenez l'armée, les armées africaines, quelle perception vous avez de ces armées? Est-ce que vous avez l'impression que ces armées sont pour les citoyens, bien pour Monsieur le Président? Vous parlez de l'armée africaine. En général? Je parlerai de l'armée de France en Afrique. Est-ce que les États africains disposent d'une armée? Est-ce qu'ils disposent d'une armée? Et ce n'est pas la France qui est ici. Un État, le pouvoir, la souveraineté d'un État, c'est également son armée, ses dispositifs militaires. Quand à chaque fois on nous montre à la télé une opération militaire, il y a des jeunes militaires français qui viennent ici former nos armées, disent qu'il y a une séance de formation, opération militaire par-ci, opération militaire par-là. Donc, il n'y a pas de spécialistes, il n'y a pas d'experts au sein de nos armées pour former nos militaires. Il faut que la France envoie ses experts ici, ces jeunes militaires ici, pour former nos armées. Et on impose à nos armées, on leur dit ce qu'ils doivent faire. Et quand, prenons l'exemple de cette affaire de lutte contre le terrorisme. On va en parler, mais moi, oui, avant d'en parler, moi j'ai justement une question pour vous, parce que vous développez un certain argumentaire. Mais si la France vient former l'armée togolaise, par exemple, c'est pour qui? C'est dans l'intérêt de qui? C'est pour la sécurité des citoyens, n'est-ce pas? C'est pour l'intégrité territoriale. Oui, c'est ce qu'on nous fait croire officiellement. Est-ce qu'on nous fait croire? Parce que chaque fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque fois on nous présente ces opérations militaires et ce sont les Français qui sont devant. Mais est-ce que concrètement, qu'est-ce que nos armées, les armées africaines, gagnent à travers ces opérations militaires? Qu'est-ce qui... Les militaires, les officiers, bon, la compétence, comment est-ce qu'ils acquièrent Ferdinand, est-ce que vous aussi vous avez l'impression que l'armée togolaise, par exemple, c'est un cas, l'armée togolaise ne met pas cette compétence-là acquise au service du Togo? Non, moi je vais parler de façon générale. Moi je pense qu'on n'a pas véritablement d'armée en Afrique, parce que beaucoup plus en Afrique francophone, parce qu'on n'a même pas d'État. On a des semblants d'État, mais on n'a pas non plus d'armée. On a des gens qui tiennent des fusils, qu'on peut dire sont des militaires, tiennent des fusils, et leur mission c'est de protéger des dictateurs, leurs clans, et c'est de tirer sur les populations lorsque les gens se soulèvent, et c'est de faire les défilés, les parades militaires où ils portent des treillis avec les paquetages, ils laissent leur barbe pour intimider les civils. C'est ça que nous avons. On n'a pas d'armée en Afrique. On a des individus qui tiennent des fusils et qui font leur petit numéro dans les quartiers et qui intimident les civils. Je le dis d'autant plus que quand vous voyez le critère même de recrutement des gens en Afrique, les armées africaines sont des armées tribales. Celui qui est au pouvoir, c'est lui qui recrute ses frères, ses cousins, ses amis. Nous avons des armées de cousins. Et quand vous voyez la structuration de nos armées, il y a quelque chose qu'on appelle la garde présidentielle. C'est en Afrique que vous entendrez ça. Ailleurs, on vous parle de garde républicaine. En Afrique, on dit garde présidentielle. Ça veut dire que c'est pour le président. Et donc, quand vous faites, vous passez au scanner tous les éléments de cette garde présidentielle, ou soit cette soi-disant garde présidentielle, qui sont souvent des gardes prétoriennes, vous avez 90% des individus qui sont de la même ethnie, ou parfois qui viennent du même village. Et leur devoir, c'est de protéger le chef. Au Togo, il faut débloquer des milliards et des milliards pour entretenir les gens. Même avec la loi des finances, là, le budget de l'armée a énormément augmenté pour la loi des finances qui va être votée. Je pense même peut-être de 40%. Alors que nous ne sommes pas en guerre. Et alors qu'on n'a pas augmenté le budget de l'éducation, de la santé. Et ces gens, ils sont dans les casernes, ils ne font rien. Ils jouent les cartes. Ils jouent les jeux, ils causent entre eux. Ils sont sollicités également dans des missions de maintien de paix. J'arrive, ils causent entre eux,
ils passent la journée à ne rien faire, alors qu'on aurait pu transformer tous ces gens-là avec le génie militaire à des choses utiles, en construisant les écoles, les ponts, tout ça là. Ils sont là à ne rien faire, nous les habillons, nous payons tout pour eux, et c'est le jour où on dit, bon, il y a une marche d'un opposant là, on les sort avec les gourdins pour aller frapper les civils. C'est ça les armées africaines. J'ai reçu ici, il y a 4 ou 5 ans, des militaires qui sont venus à notre rédaction, vous étiez là, je ne sais pas si vous vous souvenez, ils sont venus à plusieurs reprises pour nous solliciter à dénoncer une injustice. Et c'était quoi? Ils vont au camp, je ne vais pas citer l'unité, mais ils vont au camp, c'était dans la zone de l'aéroport, dans d'autres camps. Après le salut au drapeau, tout ça, leur chef les envoie chasser les souris pour lui. Lui-même, il est assis sous le manguier, il est assis sous le manguier dans la brousse là-bas, il envoie les éléments pour aller chasser les souris. Et les gars, ils font la chasse aux souris, ils ramènent les souris, ils braisent les souris, le chef prend les gros et leur donne les petits. Et donc, les types, ils étaient tellement dépassés d'être utilisés parce qu'ils sont allés au travail, qu'ils sont venus ici à la rédaction pour nous dire de dénoncer ça. Il y a ceux qu'on utilisait pour cultiver, vous savez, toute la zone de OTL, là où aujourd'hui on construit un peu partout là. C'est des champs des dignitaires, de certains généraux de la famille Nyasingbe, la partie du camp hérité. Quand vous voyez le camp hérité, il y a une grande partie où on cultive. C'est les militaires qui cultivent là-bas, pour la famille. Sans compter tout ce qu'on a mis dans les maisons des maîtresses, qui sont là-bas, qu'on a même oublié. Certains, depuis qu'ils sont sortis de formation, n'ont plus jamais tiré de fusil. Alors, nous sommes étonnés qu'avec des types d'individus comme ça, des gens avec des machettes et des gourdins leur arrachent facilement des armes. Et quand les terroristes vont venir, ils vont détaler. Sans oublier que la plupart de nos officiers en Afrique francophone sont des commerçants. Ils sont dans les trafics de drogue, les activités douteuses, ils veulent être milliardaires, ils sont corrompus. Et donc, quand vous mettez tout ça dans un même panier, on n'a pas d'armée. Actuellement, il y a un scandale au Mali. Peut-être qu'on en reviendra. On a envoyé des gens acheter des hélicoptères, alors que le pays est en guerre, ils sont allés acheter des épaves. Justement, sur ce donc, plan, nous n'avons pas d'armée. Vous voyez tous nos militaires qui sont là aujourd'hui. Ils veulent devenir milliardaires. Certains militaires veulent conduire des Range Rover, ils veulent faire comme des civils. Alors que l'armée, c'est une vocation. Donc quand vous mettez vos cousins, vos frères du village, vos neveux dans l'armée, alors qu'ils n'ont pas la vocation, ils ne sont que des individus dans l'armée, ils tiennent des fusils. Mais ce n'est pas une armée. Vous voyez. Et donc, voilà le vrai problème que nous avons en Afrique. C'est pour ça que nous n'arrivons pas à protéger nos territoires, nous n'arrivons pas à cerner nos limites territoriales. Et quand vous ajoutez la corruption, tout passe. Justement, les États africains peinent à lutter contre le terrorisme. Je veux parler des pays du G5 Sahel. Aujourd'hui, c'est incroyable que ces pays ont besoin de la présence de la France pour les aider à lutter contre le terrorisme. Et en même temps, il y a la présence française en Afrique déclenche des mouvements anti-français. Mais la fois passée, récemment, Macron a tapé du poing sur la table. Mais quelle est la capacité de nos forces armées à lutter contre le terrorisme aujourd'hui? Et si la France partait par exemple? Est-ce que nos forces armées ont une capacité à défendre le territoire? Quand nous prenons l'exemple du Togo, aujourd'hui, on met en place toute une machination, un scénario, c'est-à-dire une comédie pour montrer qu'on est prêt à se défendre en cas d'attaque terroriste. Et c'est ce que des simulations qu'on nous présente ici chaque fois à Lomé et ailleurs. Aujourd'hui, nos armées, c'est-à-dire les armées africaines, ne sont pas préparées à contrecarrer l'expansion du terrorisme dans la sous-région, surtout dans le Sahel. Et il faut que l'Occident intervienne, notamment la France, aujourd'hui qui est au Mali, au Niger et partout dans le Sahel, pour lutter contre cela. Vous voyez, ce sont nos chefs d'État qui ont besoin de la France pour protéger le territoire. Ce sont eux qui font appel à la France. Mais au niveau des peuples africains, les Africains voient tout ce que la France fait en Afrique. Parce qu'il n'y a pas longtemps,
on a surpris un convoi de militaires français qui, comment on appelle cette matière-là, avec laquelle on fabrique les androïdes, ou de, je sais pas. Oui, allez-y. Oui, on vient pour défendre, pour protéger les peuples africains ou pour piller ces richesses. Donc, bon, quand les peuples africains, quand les Africains voient tout cela, bon, ils n'ont que ces sentiments anti-français à développer en eux. Parce que, véritablement, ce sont les dictateurs, les dirigeants africains qui sont protégés contre le terrorisme. Aujourd'hui, quand il y a une attaque terroriste, ce sont les civils qui perdent souvent leur vie. Ce ne sont pas les chefs d'État, ni leurs proches, ni leurs familles qui sont victimes du terrorisme. Donc, moi, je pense que l'intervention française en Afrique, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, profite plus aux dirigeants africains qu'aux peuples africains. C'est pourquoi aujourd'hui, ces sentiments anti-français se développent. Oui, Ferdinand, c'est vrai, la présence des militaires français en Afrique, ça gêne, mais on accuse souvent la France de manger dans l'eau trouble, et on accuse la France d'entretenir le terrorisme pour piller les richesses, l'or au Mali, l'uranium au Niger, le fer ou le coton au Burkina, et donc la France doit partir. Est-ce que le départ de la France serait souhaitable? On n'a pas d'État, on n'a pas d'armes. Ouais. Et on a des officiers corrompus. Nous n'avons pas... nos frontières sont des passoires. Par 2 reprises, moi je suis parti de Lomé pour aller au Niger. Par bus, on n'a jamais fouillé le bus. À chaque pause, il suffit que l'apprenti descende et donne 10 000 francs à la douane et puis le bus passe. Est-ce que dans le bus on transportait des armes, on transportait la drogue, on transportait de l'argent? Personne n'a rien fouillé. Et c'est comme ça, l'aller comme au retour. Et ça se passe tous les jours. Et puis ensuite, vous voyez aux armées, il n'y a pas de plan de carrière pour les militaires, il n'y a pas de formation adéquate. Les gens obtiennent des grades selon le zèle qu'ils font auprès de régime ou les opposants qu'ils assassinent. Il n'y a qu'en Afrique qu'on a des gens qui ont le grade d'amiral, contre-amiral, sans avoir jamais une flotte maritime. Et ces gens-là, ils sont là à gérer les pays ou à donner les communions dans les églises. Donc voilà l'image des armées que nous avons véritablement. Oui, et justement, le problème, c'est la présence ou bien le départ des militaires français. Le problème, c'est oui. Les gens sont en train de mettre de la passion dans cette affaire-là. C'est vrai que pour notre orgueil d'Africains, pour les panafricanistes, je n'en suis pas un. Les gens disent oui, il faut que les gens partent. Mais est-ce que nous avons des armées pour faire face aux défis? On n'en a pas. Quand vous prenez, vous faites vraiment le diagnostic, il y en a véritablement pas. Il faut donc qu'on essaie de partir d'abord des États, des États vraiment solides, des institutions solides et puis des armées républicaines. Je ne sais pas si vous comprenez. L'armée, tous les chefs d'État, chaque chef d'État ne va pas la modeler selon, selon lui, je ne sais pas, sa volonté. L'armée, là, comme institution, lorsque quelqu'un vient, la personne, l'armée au service du politique. Et donc, le président français a raison d'éviter les présidents africains. Est-ce qu'il n'est pas allé trop loin? Il dit qu'il faut clarifier, il faut que ces chefs d'État clarifient leur position. Et il est sous la pression de l'opinion française. Les gens demandent mais qu'est-ce que nous font là-bas? Il a besoin de savoir. Et puis il y a le sentiment anti-français qui augmente dans ce pays-là. Et même parfois entretenu par ces chefs d'État. Donc il a besoin d'une discussion avec eux pour clarifier les choses. Donc est-ce que vous voulez continuer avec nous? Est-ce que vous voulez qu'on parte? Il a besoin de parler avec eux. Donc il n'est pas allé trop loin. Il est dans sa logique. Et je pense que l'occasion est aujourd'hui offerte aux chefs d'État africains de se décider. Et aux panafricanistes. Je ne suis pas certain que si on sort les soldats là-bas, les panafricanistes, ils vont prendre les trillis et aller combattre sur le terrain. Parce que je suis certain que beaucoup d'entre vous avez entendu le sifflement des balles. Vous comprenez? Et donc, c'est un problème qu'il faut régler avec moins de passion. Parce que nous-mêmes, nous sommes déjà fragiles. Et je vous assure, s'il n'y avait pas ces genres de soutien que ces pays ont, ben, il y a beaucoup de territoires qui seront déjà transformés en califat. Je vous assure, parce que vous avez vu le scandale du Mali, où on a débloqué 7 milliards, 33 millions pour acheter des hélicoptères, des officiers généraux qui sont allés acheter des épaves. Ces hélicoptères n'ont jamais volé, alors qu'ils sont en période de guerre.
aéronefs, l'armée malienne a besoin de ces aéronefs pour traquer les djihadistes. Ils sont allés acheter des États, ça c'est des militaires. Et ça, ce n'est pas la faute à la France. Mais attends, ils sont allés en Chine, ces gens vont les réfugiés. Et ils ont acheté un hélicoptère avec de l'argent cash. C'est-à-dire qu'il y a une transaction bancaire. Ce n'est pas normal. Et donc, c'est vrai que les autres, la France a fait la guerre en Libye, en remplaçant Kadhafi, elle a fait exploser le terrorisme dans toute la zone. C'est des responsabilités que nous devons situer, mais en même temps, il faut que nous-mêmes soyons conscients de nos forces et de nos faiblesses. Donc aujourd'hui, si on n'arrive pas, si nos armées ne sont pas solides, c'est parce qu'on n'a jamais eu d'armée véritablement en Afrique. Les gens sont là, ils sont des dictateurs, ils sont au service des familles, ils sont là à faire des corvées dans les camps pour le patron, à garder les maisons de leur maîtresse. Tous nos officiers veulent devenir milliardaires, ils sont dans les trafics de drogue, les choses de sécurité maritime, ils ont des sociétés privées, ils font du business, ils s'amassent de l'argent. Et un militaire qui a de l'argent, il ne va pas en guerre. Parce qu'il regarde derrière, et il voit son argent, il ne va pas aller se faire tuer au front. Donc, essayons de relativiser ces questions-là. On ne va pas jeter tout en même temps. Il faut essayer de trouver la bonne formule pour nous aider à avancer et à sortir de cette dépendance de la France. Mais il ne faut pas vouloir couper le cordon tout de suite en mettant tout le problème sur le dos de la France en disant que tout ce qui arrive là, c'est les Français qui font. Nous avons nos responsabilités. En tout cas, les présidents des pays du G5 Sahel sont attendus à Pau en France le 16 décembre prochain pour clarifier et formaliser leurs demandes à l'égard de la France et de la communauté internationale. Il s'agit de la Mauritanie, Tchad, Niger, Mali, Burkina. Oui, il faut rappeler. C'est vrai que c'est la France qui est la tête turque sur laquelle tout le monde tape. Il n'y a pas que la France au Sahel. Il y a les Chinois, il y a les Allemands, il y a les Américains qui ont des drones, qui sont là-bas. Toutes les puissances sont là-bas au Sahel. C'est vrai que c'est les Français qui sont sur le terrain d'opération, qui sont au front, mais les autres sont là, ils font aussi des renseignements. Il faut circuler les drones. Il y a la présence de l'OTAN. Oui, donc il y a toutes les puissances qui sont là-bas. Ça veut dire qu'il y a un enjeu. Oui, il y a un enjeu. Et donc, une fois, moi, je partais, j'ai vu un avion militaire allemand ici. Un avion militaire allemand que j'ai vu, j'étais surpris. J'ai posé des questions à Berlin, on m'a dit oui, c'est pour apporter des appuis au Sahel. La dernière fois à Abidjan, on a vu un avion militaire américain sur la piste d'Abidjan. Ça venait du Sahel. Et donc, les enjeux sont énormes. Ils vont au-delà de la passion qui souvent déchaîne sur les réseaux sociaux en disant oui, il faut partir. Je suis certain que le jour où les gens vont couper le cordon en disant bon, on part, les mêmes semaines-là, nous allons leur dire de revenir parce que nous ne sommes pas prêts pour défendre nos territoires. Et on n'a pas les renseignements, on n'a pas les moyens. Nos territoires sont livrés comme ça à des individus. Oui, merci Ferdinand. Le Togo se prépare pour la présidentielle de 2020 et souvent ce sont des périodes d'instabilité, de tension, etc. Mais de cela, on va parler dans la troisième partie de cette émission et on va donner la parole à Isidore Kouonou qui va lancer cette troisième partie qui serait la dernière partie de l'autre journal. On marque une pause et on se retrouve dans quelques secondes.